Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Dans ce grand dialogue, nous allons parler de la protection de l'environnement. Cyanure, acide nitrique, mercure, zinc, ce sont entre autres substances mortelles utilisées sur les sites miniers au Mali. Une situation qui devient de plus en plus préoccupante. Nos invités sur ce plateau, Ibrahima Koulibaly, environnementaliste, Idrissa Sako du réseau malien des journalistes pour la lutte contre la corruption et la pauvreté, Monsieur Noundia Kité de la société civile. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Nous allons ouvrir le débat avec vous, Monsieur Sako. Vous étiez à Bamako, Sikasso, Bougouni et Morila pour effectuer une mission sur la problématique de l'environnement. Qu'avez-vous constaté? Merci Fatmata Togola. Vous allez me permettre de remercier Studio Tamani pour nous avoir offert cette opportunité. Ensuite, dire bonsoir à l'ensemble des auditeurs du Studio Tamani et ses radios partenaires. Alors, vous me permettez certainement de dire merci aussi et remercier le réseau qui a bien voulu placer sa confiance en nous. Nous étions 3 journalistes. Je suis le chef d'équipe. Mais on était 3 sur le terrain. Il s'agit de Boubacar Diarra et Araba Traoré de la radio Djekafo. Donc, comme vous avez dit, nous avons sillonné la capitale Bamako ici d'abord pendant une semaine. Ensuite, nous nous sommes rendus à Sikasso, Bougouni et Sanso pendant 15 jours. Donc, l'objectif de cette mission, c'était une mission d'investigation, comme vous avez bien planté le décor. Il s'agissait d'échanger sur la problématique de l'environnement dans un moment aussi crucial de transition pour les communautés. Pourquoi un moment de transition? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'usine de Morila est au Mali il y a pratiquement une vingtaine d'années et maintenant elle est dans un processus de fermeture. Donc il s'agissait pour nous de mesurer ce que cette usine va laisser comme héritage après l'exploitation de l'or en termes d'environnement aux populations maliennes de façon générale et particulièrement aux populations de Morila. Donc au cours de cette mission, effectivement, nous avons relevé des graves problèmes d'environnement qui ont été dénoncés par les populations sur le terrain. Pratiquement l'absence de suivi environnemental que doivent faire les services techniques de l'État. Donc c'est une mission qui a été très très bénéfique pour nous. Nous avons beaucoup d'informations par rapport à la gestion de l'environnement et dans une mine dans le processus de fermeture. D'accord. Et quand vous dites que les services techniques de l'État n'effectuent pas leur mission d'audit dans ces localités-là, que voulez-vous dire par là? Je voudrais signaler tout simplement que pour qu'une usine s'installe dans un pays, il y a d'abord une étude d'impact environnemental et social qui est élaborée par la société minière. Mais cette société minière doit soumettre cette étude à un bureau d'études pour une contre-expertise. Et les 2 partenaires doivent suivre scrupuleusement les clauses qui existent dans cette étude. Malheureusement, nous n'avons pas toutes les informations, mais ce que nous avons constaté et ce que nous avons entendu au cours de cette investigation, c'est que si la mine s'efforce pour faire respecter les normes environnementales, pour respecter un peu les clauses de cette étude, il n'en est pas de même pour les services techniques de l'État que sont, par exemple, la Direction nationale de contrôle de pollution et de nuisances. D'accord. Alors, Monsieur Koulibaly, quelle est votre observation par rapport à cela? Donc, bonsoir à tous. Et nous remercions, comme il l'a dit, Studio Tamani pour nous avoir invités avec votre partenaire. Bon, il a évoqué, on peut dire, c'est ça le grand problème au niveau du Mali. Ça pose le problème de gouvernance. Comme il a dit, l'étude, il a parlé d'études d'impact environnemental et social. Dieu seul sait comment cette étude a été menée. Et c'est sûr, il ne l'a pas dit. Est-ce qu'ils ont pu être en possession, ils ont pu avoir ces documents d'études d'impact environnemental? C'est ça aussi la question qu'il faut poser.
C'est parce que l'étude d'impact environnemental pose les problèmes qui peuvent se poser, le suivi qui doit se faire, et le service technique doit faire le suivi par rapport à l'étude d'impact environnemental. La question qu'il faut poser, est-ce que le service technique en question, vous allez trouver que peut-être ils vont dire qu'ils n'ont même pas les documents d'étude d'impact environnemental et social, avec quoi ils vont faire le suivi. Vraiment, par rapport à la... Mais qu'est-ce qui explique ce phénomène? Ce qui explique ce problème, pour moi, c'est vraiment un problème de transparence. Parce que dans toute chose, s'il n'y a pas de transparence dès le début, s'il n'y a pas de transparence dans la gestion des contrats, des conventions minières, c'est ce qui va toujours se poser des problèmes par rapport au suivi, par rapport à la gestion des mines, par rapport à nos pauvres populations qui vont subir les effets des produits chimiques qui vont être utilisés par ces mines-là. Pour moi, c'est vraiment un problème de gouvernance qui doit être résolu au niveau de nos autorités. Parce que quel que soit les sociétés minières, pour moi, c'est des sociétés minières, c'est des sociétés étrangères qui viennent pour faire des profits. C'est vraiment à nous, nos responsables, d'être consciencieux par rapport à la protection de l'environnement, de mettre tout à la disposition des services techniques pour qu'ils puissent bien faire leur travail. Ça, c'est les premières impressions par rapport à ce point. D'accord. Et vous, monsieur Diakité? Donc, merci bien, Fatoumata. Je pense que c'est un honneur et un plaisir d'être là pour discuter vraiment de cette question, de cette problématique cruciale pour les Mali aujourd'hui, qui est la protection de l'environnement dans une mine en phase de fermeture. Donc je ne saurais commencer mon intervention sans pour autant saluer Studio Tamani pour cette initiative vraiment qui vient à point nommé pour moi. Je vous rappelle que je suis le coordinateur national de Publier ce que vous payez Mali. Donc c'est une ONG qui est là qui existe dans tous les pays quand même où l'exploitation minière existe, et il y a une coalition Publier ce que vous payez internationale. Donc à ce titre, les réseaux des journalistes sont membres de cette coalition. Donc dans ce cadre aussi, ils ont bénéficié d'un appui de Publier ce que vous payez pour mener les missions d'investigation sur le terrain. Donc nous sommes très ravis de venir à ce débat. Et par rapport à votre question, aujourd'hui, il faut rappeler un peu le contexte. Parce que vous savez que l'exploitation minière au Mali, c'est une activité qui existe depuis des centaines d'années. On dit que c'est une activité séculaire, mais il faut rappeler aussi que cette activité a toujours évolué quand même dans les canevas de l'artisanat minier. Donc c'était de l'orpaillage, donc l'exploitation traditionnelle de l'or. Mais l'exploitation industrielle quand même a connu son boom dans les années 99-2000. Mais il faut rappeler que juste après les événements de 1991, avec le renversement, donc le Mali a adopté, parce que c'est un moment où on a dit qu'il faut vraiment faire appel aux investisseurs étrangers. Donc à ce moment, le Mali a adopté un code minier en 1991 que nous avons appelé, ce code-là, le caractère-là, c'est un code attractif. C'est-à-dire qu'il faut faciliter les conditions d'installation et d'investissement aux investisseurs pour attirer les investisseurs. Donc en ce moment, ce code minier ne prennent pas en compte vraiment beaucoup de préoccupations qui sont d'actualité aujourd'hui, ne figurent pas dans ce code minier. Donc les compagnies minières qui sont venues en ce moment, donc il a parlé de Morla SA, donc qui est en phase de fermeture est régie aujourd'hui par ce code de 1991. Bon, et pourtant après 1991, les différents gouvernements s'en ont vite rendu compte. Ils ont vu qu'il y avait vraiment des insuffisances et on a adopté un nouveau code en 1999. Après 1999, donc en 2012 déjà, le Mali s'est rendu compte que même le code de 99 aussi était insuffisant. Il faut aller vers un nouveau code. Donc le code de 2012, qui est vraiment d'actualité aujourd'hui, malheureusement ce code aussi est en relecture aujourd'hui. C'est pour vous dire que c'est un secteur qui est évolutif, c'est un secteur qui est en perpétuel changement. Donc de pareils problèmes vraiment peuvent exister, mais aujourd'hui la problématique c'est comment est-ce qu'on peut gérer. Parce que je vous rappelle que quand une compagnie minière vient, il y a un problème qui est là. Le problème, c'est que la mine d'or de Morila SA aujourd'hui est sous le régime du code de 1991. Bon, mais aujourd'hui, le Mali adopte des codes miniers avec des dispositions juridiques plus contraignantes. Mais est-ce que ces dispositions juridiques sont applicables à la mine de Morila aujourd'hui?
ou la mine va continuer à exister sous les jurons du Code de 91. C'est ça toute la problématique aujourd'hui. Mais pourquoi elle ne s'est pas adaptée à celle de 2012, comme vous venez de le dire? C'est un secteur qui évolue. Oui, voilà. Bon, donc aujourd'hui, c'est vraiment une très belle question. Parce que vous savez que le secteur évolue, mais c'est aussi une question des responsabilités et même de la capacité du gouvernement à s'imposer dans un secteur qui est très, très stratégique. Vous savez que le secteur minier, c'est un secteur fondamental, que ce soit pour l'État, que ce soit pour les bailleurs de fonds internationaux, que ce soit pour les investisseurs, c'est un secteur stratégique. Bon, donc, vous n'êtes pas sans savoir que le Mali est toujours en contentieux avec ses campagnes minières à l'extérieur, précisément à Serdi, à Paris. Donc, c'est vraiment par rapport toujours à l'applicabilité de certaines dispositions de certains textes de loi. Donc, c'est un peu ce qui explique par rapport à ça. Mais quand même, il y a déjà un germe conflictuogène qui est inséré dans ces codes. Parce que vous allez voir que, en tout cas, pour ce qui concerne les dispositions fiscales, il y a quelque chose qu'on appelle la clause de stabilité. C'est-à-dire que le gouvernement même insère une clause dans le code qui dit que, c'est-à-dire une compagnie minière qui vient s'insérer au Mali en 1991, donc les impôts et taxes qui étaient perceptibles par le service des impôts du Mali en 1991 vont rester en tout cas d'actualité pour cette compagnie jusqu'à ce que, en tout cas, la première phase de ce contrat arrive à expiration. Sauf si la compagnie elle-même en fait la demande pour migrer vers un nouveau code. C'est pour vous dire que même la compagnie minière de Morila, qui est là en 2018, est régie par les impôts et taxes qui étaient d'actualité en 1991. Okay. Bon, c'est ça la stabilité. Ok. Voilà. Alors, M. Sako, qu'avez-vous ajouté au propos de M. Diakité? Nous parler un peu des causes de toute cette situation-là. Voilà, comme il l'a dit, hein, je suis d'accord en partie avec lui parce que tout simplement, les codes de 1999 et de 2012 sont plus étoffés. C'est-à-dire prennent en compte les préoccupations du Mali. Mais malheureusement, comme il a dit, les sociétés minières qui ont signé des conventions avec l'État en 1940 refusent de migrer parce que tout simplement c'est contraignant. Donc c'est à l'État maintenant de voir et de ça parce que la terre nous appartient en réalité. Nous n'avons pas la technologie pour exploiter l'or, mais la terre nous appartient. Et l'exploitation s'est faite sur notre terre. Donc il faut jouer carte sur table avec les partenaires. Le partenaire qui est riche, qui n'est pas venu au Mali pour nos beaux yeux. Il est venu pour se faire de l'argent. Donc c'est un partenariat gagnant en réalité. Mais il ne faut pas que l'une des parties ait la part belle au détriment de la grande majorité. Aujourd'hui, vous allez à Morila. C'est la paupérisation totale. Vous ne pouvez pas imaginer qu'un petit village comme Morila, moins de 2000 à 3000 habitants au départ, où on exploite de l'or pendant 20 ans, ce tort a apporté à l'économie malienne plus de centaines de milliards, et que même de l'eau à boire, pour avoir de l'eau potable, c'est un problème. Ça, c'est un paradoxe. C'est paradoxal. Qu'est-ce qu'il y a encore plus grave? C'est que la terre arabe, en termes d'environnement, aujourd'hui, on ne cultive pas à Morila. Aujourd'hui, les arbres sont partis. Même si la mine est en train de fournir des efforts pour compenser. Parce qu'en collaboration avec les services locaux chargés de la gestion de l'environnement, chaque année, pendant la période de la quinzaine de l'environnement, il y a des actions ponctuelles qui se font. On plante quelques arbres, on ne les entretient pas. Est-ce que ces arbres vont pousser à hauteur de tuer? Donc voilà, c'est vraiment un problème très sérieux qui se vit là-bas maintenant. D'accord. Alors, M. Koulibaly, en termes de conséquences sur l'environnement et sur la population, qu'avez-vous à nous dire? Donc, en termes de conséquences sur la population, comme il a dit, c'est déplorable. Si tu vas dans les zones, tu trouveras que non seulement l'environnement est en train de détruire l'environnement, nos braves populations qui sont là-bas voient seulement les ressources tirées de ces sols-là, les passer sous le nez, ils sont en train de s'approprier davantage. Et ça crée des conflits. Vous n'êtes pas sans savoir, on quitte Morila, on va vers Sigasso, il y a un village, il n'y a même pas un mois, il y a eu 12 morts là-bas. Tout ça, là, c'est des problèmes de responsabilité, des problèmes de savoir bien ficeler les contrats. Quand vous dites 12 morts, c'était dû à quoi? C'était dû à un problème entre la compagnie minière. Ça s'est passé dans le cercle de Yanfouila. Ah, okay. Il n'y a même pas un mois. C'est des problèmes
parce que les populations se sentent lésées, les populations se sentent trahies. Donc, parce qu'ils sont là, la compagnie est là, on est en train de détruire l'environnement. Et c'est ça, quoi. C'est désolant. Et pour moi, c'est un problème de responsabilité, comme il a dit. Il faut que nos responsables sachent à un moment donné prendre leurs responsabilités. Le code de 2091, mais on a adopté 2 codes après. Maintenant, comme il l'a dit, l'État, quelque part, est souverain. C'est les intérêts des populations qu'il faut préserver. Normalement, si tu veux ficeler un contrat avec des gens, normalement, je crois que les clauses qui doivent figurer là-dedans, c'est des clauses qui doivent être favorables et à l'État et non à la compagnie minière qui vient s'installer dans un pays. Et quand on parle d'impact environnemental, concrètement, le cyanure, l'acide nitrique, le zinc... Concrètement, on est en train de détruire la terre, comme il a dit. Oui, le cyanure, le zinc, ne sont-ils pas indispensables, disons, dans ces sites miniers? Oui, c'est des produits avec lesquels les compagnies minières doivent travailler. Mais des produits avec lesquels aussi l'étude d'impact environnemental aussi prévoit comment alléger les effets de ces produits-là sur l'environnement. Mais c'est malheureusement ces études, les conclusions de ces études-là qui ne sont pas suivies. Donc les compagnies minières font ce qu'elles veulent là-bas. Cyanure, mercure, tout est déversé dans la nature. Ça pollue les eaux, ça pollue et tu vas avoir des maladies qui vont se multiplier au niveau des pauvres communautés. Alors que tout est pris. Si tu vois l'étude d'impact environnemental, tu vas voir toutes les mesures qui doivent être prises pour alléger ces impacts-là sur l'environnement sont prévus là-bas, mais il n'y a pas de suivi. C'est malheureux. Malheureusement, c'est comme ça ici. Oui, M. Sako, vous voulez réagir? Oui, je disais tout simplement que, comme je l'ai dit au départ, c'est que les compagnies minières, en réalité, sont de bonne foi, entre guillemets. Je les mets entre guillemets. Parce que c'est quand même des compagnies qui s'efforcent pour faire des analyses, même s'il n'y a pas de contre-analyse. Normalement, ça devait se faire comme ça. Ils font des prélèvements, ils prennent l'eau, ils mesurent la pollution atmosphérique, ils mettent dans des laboratoires, ils viennent avec des résultats et ils disent que c'est bon. Mais c'est leur vérité. Pendant ce temps, les populations souffrent. À Morila, à un moment, il y avait le parc à boue. C'est-à-dire, après avoir traité l'or, la boue qu'on draine dans un grand bassin, c'est ce qu'on appelle le parc à boue. C'est là où le cyanure et le mercure, tous les produits toxiques là, sont déversés. Et c'est soigneusement contrôlé. Ils mettent même des chasseurs avec des fusils là-bas pour qu'un oiseau ne tombe pas là-bas. Parce qu'une fois qu'un oiseau tombe là-bas, il meurt. Quand un être humain touche à ça, il meurt. Donc, ils mettent des garde-fous pour qu'une vie ne touche pas à ce parc à boue. Mais malheureusement, ce parc à boue, aujourd'hui, la mine est en voie de fermeture. Ce parc à boue s'est asséché. Et pendant l'harmattan, il y a un vent chaud qui souffle, qui fait soulever la poussière. Et à un moment, c'est tout le village de Sanso de Morila qui était enveloppé par cette poussière. Et techniquement, sur le plan sanitaire, ça a de graves conséquences. C'est des maladies respiratoires aiguës, graves, qui peuvent même entraîner la mort d'homme. Conscient de ce problème, l'État malien n'a rien fait en réalité. C'est le partenaire qui, dans sa responsabilité, a pris des dispositions pour arroser ou mettre la paille sur la boue pour que la poussière ne se lève pas. Mais entre-temps, si on ne voit pas la poussière, est-ce que l'air qu'on respire, est-ce qu'on a le degré de pollution de cette air? Donc tout ça, c'est un problème. J'ai dit une fois de plus, et dans nos investigations, nous avons compris, et même les populations sont d'accord, que les sociétés minières fournissent beaucoup d'efforts par rapport à la gestion de l'environnement. Mais le grand problème, c'est nous. C'est ce que je voulais ajouter. D'accord. Et quand vous dites que le grand problème, c'est nous, que voulez-vous dire par là? Je veux dire tout simplement que à chaque fois qu'une société minière fait une étude d'impact social et environnemental, cette étude doit être donnée à un bureau d'études indépendant qui doit certifier que toutes les dispositions sont
et réglementaires et répondre aux normes. Et ça, c'est la police de l'État, c'est l'État qui doit faire cette police. Est-ce que l'État le fait? Point d'interrogation, je ne saurais le répondre. D'accord. Donc, je veux dire que la responsabilité de l'État est engagée sur toute la ligne. Par exemple, la Direction nationale de contrôle de pollution et de nuisances. Quand nous avons été ici à Bamako, ils nous ont bien dit tout simplement que eux, les compagnies minières, là, les échappent. C'est à partir de Sikasso, la direction régionale, qui doit suivre le problème d'environnement. Mais malheureusement, eux qui sont à Bamako ici, les informations que Sikasso a ne sont pas remontées au niveau de Bamako. Mais comment? Voilà, c'est ça le problème. Le comment là, c'est ça le problème même en réalité. Parce que moi, étant le chef hiérarchique à Bamako, je ne suis pas membre de la commission de fermeture de la mine. Même mon démembrement qui est à Sikasso est membre de cette commission. Et à chaque fois que Sikasso est convié à une réunion, le procès verbal ou le compte rendu n'est pas remonté à Bamako. C'est un dysfonctionnement. C'est un dysfonctionnement qu'il faut corriger. Donc ça veut dire que le problème est là. D'accord. Alors, M. Diakité, partagez-vous le même point de vue que M. Sako concernant la responsabilité de l'État? Oui, effectivement, je vais relativiser. Et je suis d'accord qu'il y a vraiment une grosse défaillance dans le suivi de ces compagnies minières. Parce que quand vous remontez un peu les codes miniers maliens, vous allez voir qu'il y a des responsabilités partagées entre la Direction nationale de la géologie et des mines, qui fait une part de suivi, et la Direction nationale des pollutions et nuisances. Mais malheureusement, le problème c'est qu'il n'y a pas de coordination entre ces deux directions. Mais comment il n'y a pas de coordination? Comment est-ce que ce phénomène a pu se passer? Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les Maliens, on doit refaire vraiment notre système de suivi, en tout cas dans le secteur minier. Parce que quand vous mettez deux directions différentes, deux directions scindées peut-être qui n'appartiennent même pas au même ministère. Donc chaque direction travaille pour son département et pourtant les informations collectées par cette direction-là sont complémentaires et doivent aussi permettre à l'État d'avoir une certaine cartographie de la situation sur le terrain. Mais si la Direction nationale de la géologie fait ses suivis et ses contrôles d'un côté, la DNACPN aussi fait ses suivis et ses contrôles de l'autre côté, il n'y a pas une confrontation entre les deux résultats, conclusions de suivi pour analyser et en tirer maintenant une conclusion finale. Donc vous voyez qu'il y a un problème. Donc notre problème aussi, c'est que ce n'est pas seulement au niveau de la manque de coordination, mais c'est au niveau même des moyens. Partout où on va, généralement, ce sont vraiment les départements qui se plaignent des problèmes de moyens pour mener vraiment à bien leur mission de suivi sur le terrain. Mais quand même, pour revenir à votre première question par rapport à la conséquence, aujourd'hui, quand on prend de l'exploitation, quand on dit l'exploitation des ressources naturelles, l'environnement face à l'exploitation des ressources naturelles, il faut se dire que la première chose qui nous vient à l'idée déjà, c'est la transformation des paysages, c'est la déforestation, c'est l'utilisation de produits chimiques. Donc, mais aujourd'hui, le Mali traverse une période cruciale parce que nous allons voir une première expérience, c'est-à-dire une mine qui va en fermeture. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'expérience précédente par rapport à une mine qui a déjà fermé, mais c'est une première expérience. Mais quand la mine aujourd'hui, qui était en activité il y a de cela une vingtaine d'années, va fermer, qu'est-ce qui va rester pour la population? Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes même pas en mesure d'évaluer toutes les conséquences potentiels ou les impacts potentiels qui peuvent surgir après la fermeture de cette mine. En tout cas, il y a des inquiétudes, il y a des soucis qui sont exprimés par-ci, par-là, mais la réalité reste à venir. Mais aujourd'hui, il y a un appel quand même à faire, c'est que chaque responsable à son niveau prenne vraiment cette situation au sérieux. Qu'on fasse en sorte que, avant que ces investisseurs ne se retirent définitivement de cette localité, vraiment qu'on soit sûr que toutes les dispositions sont prises pour minimiser un peu l'impact négatif. Sinon, il y a problème. Parce que quand vous prenez le code de 2012, les autres codes que je vous ai parlé, il n'y a pas une telle disposition contraignante dedans. Le code de 2012 du Mali a institué un fonds de réhabilitation de l'environnement. C'est-à-dire une obligation faite aux compagnies minières donc de déposer une caution qui est comme une forme de garantie dans une banque quand même qui est accessible à la première demande.
C'est-à-dire c'est une fonds de garantie. Quand la mine va vers la fermeture, les services techniques font les contrôles nécessaires pour s'assurer, avant de donner le quitus même environnemental, est-ce que tout ce qui avait été dit par rapport aux obligations ou aux engagements de la compagnie sont respectés. Si ce n'est pas respecté, donc alors l'État peut se permettre d'épuiser dans cette ressource-là maintenant pour réparer l'environnement. Si le reste se retourne à la compagnie, c'est son argent. Mais aujourd'hui, à ma connaissance, ce fonds n'est pas constitué au jour d'aujourd'hui et pourtant il y a des mines qui vont en fermeture. D'accord. Alors, Monsieur Koulibaly, selon vous, quel sera l'impact de toute cette situation après la fermeture de la mine de Morila? Bon, comme il y a à le dire, hein, quand on parle de fermeture, souvent il ne faut pas prendre des faux problèmes. C'est ce que je vois à la télé souvent. On parle de fermeture, on prévoit l'aviculture, on prévoit, alors que l'environnement qui est là, comme il l'a dit, la société minière qui est là, qui a été consciente, qui a pris des mesures pour pouvoir atténuer l'impact sur les populations. Alors que nos responsables, l'État malien n'a pas pris ces mesures. Et si la mine se retire, il faut voir, et si la mine se retire, qui va prendre ces mesures-là? Alors que nous, c'est à quoi on pense, c'est à quoi nos responsables pensent, c'est créer les périmètres maraîchers, faire de l'agriculture, alors que l'environnement qui a été détruit, l'environnement qui est là, qui n'a pas été restitué, comme il a dit, les déforestations autres là. Maintenant, après le départ des miniers, des responsables des sociétés minières, qu'est-ce qu'il faut faire pour restaurer, pour que ces choses n'aient pas d'impact sur nous? C'est ça la vraie question à laquelle on doit s'attaquer. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On s'attaque à des faux problèmes. Pour moi, à mon humble avis, pour moi, on s'attaque à des faux problèmes, alors qu'on doit vraiment voir concrètement, impliquer tout le monde là-dedans, des spécialistes qui vont vraiment concrètement voir comment atténuer, comment faire en sorte que, après le départ des sociétés minières, que nos braves populations n'aient pas de problèmes de santé, n'aient pas de problèmes par rapport à tel ou tel environnement qui est détruit et qui n'a pas été restitué. D'accord. Alors, Monsieur Sako, est-ce que l'État est le seul à être blâmé, selon vous? Non, je ne blâme pas l'État. En réalité, je mets l'État face à ses responsabilités. Parce que l'exploitation de l'or profite beaucoup à l'État malien. Son impact est assez considérable dans l'économie nationale. Mais il faut on parte sur des bases saines. Comme quelqu'un l'a dit dans cette salle, c'est-à-dire qu'il y a des dispositions qui ont été prises pour pouvoir trouver une solution à ce problème qu'on vient de créer. C'est-à-dire le fonds séquestre. Le fonds séquestre, c'est 5% que la société minière doit mettre de côté pour prévoir l'après-mine. C'est-à-dire que nous avons détruit en extrayant l'or, en partant, nous devons réparer. Mais est-ce que ce fonds-là, exactement, il est... Voilà, le problème, c'est exact. Là, tu veux dire exactement là, c'est ça le problème. Parce qu'on ne sait pas où se situe ce fonds. Normalement, les textes disent que ce fonds doit exister dans une banque internationale. Au niveau du Mali, par exemple, c'est la BCAO. Mais nulle part, ce fonds n'existe. Ça existe de nom. Partout où vous partez à la DNGM, vous demandez, on vous parlera de ce fonds. Vous allez voir les sociétés minières, on vous parlera de ce fonds. Vous parlez sur le plan juridique, tout le monde dit qu'il doit avoir ce fonds séquestre. Mais personne ne sait exactement aujourd'hui où se situe ce fonds séquestre et combien y a-t-il dedans. Mais comment cela a pu se passer? Bon, moi je ne saurais répondre à cette question en tant qu'observateur, mais j'ai tout simplement constaté que ce fonds n'existe pas. Malheureusement, ça n'existe pas. D'accord. Et vous, oui, M. Koulibaly, vous voulez réagir? Pour moi, comme les uns et les autres ont dit, pour moi, c'est un problème de transparence. C'est un domaine dans lequel, c'est un domaine par rapport auquel la transparence n'y est pas du tout, à mon avis. Sinon, comme ils ont eu à le dire, si ce fonds doit être mis au niveau d'une banque internationale qui est la BCAO, tu vois, comme il a dit, ça existe, non, mais nulle part tu ne vas voir ce fonds-là. C'est pourquoi, pour moi, quelque part, l'État est le premier responsable, mais l'État n'est pas seul dans cette situation. Même nos responsables, nos élus au niveau de ces mines-là,
il faut voir les restournes, quoi, là, les fonds qui sont retournés à ces gélies-là. Il faut voir quelle utilisation ils font de ces trucs-là. Tout le monde, c'est pourquoi il y a un problème de transparence. Moi, je ne suis pas clair dans cette situation. Je ne vais pas trop creuser pour qu'on ne voit pas là où moi aussi je suis en train de pêcher. C'est ça le problème. Sinon, le fonds, c'est pour restaurer, comme on dit, restaurer l'environnement. C'est pour qu'au moins on puisse réparer les dégâts qui ont été causés. Mais si quelque part, il y a une autre utilisation qui a été faite de ce fonds-là, donc on préfère tourner autour du pot, on préfère venir bluffer nos communautés avec des périmètres maraîchers, avec l'aviculture, avec avec des activités génératrices de revenus, alors que le fond du problème est là. Et dans ce cas, quel est le rôle de la population alors? Quel est le rôle de la population? La population de la société civile, pour moi, hein, c'est vraiment un premier temps, comme payer ce que vous pouvez, c'est vraiment informer les gens. Parce que nous sommes en train de dire, vous allez trouver qu'il y avait à peu près 80% des Maliens qui ne savaient pas que peut-être un tel fonds devait exister pour restaurer la chose. C'est d'abord expliquer aux communautés qui sont les premiers touchés par ces problèmes, l'impact de ces mines-là, qu'il y a un fonds, normalement, il y a un fonds qui doit exister pour vraiment pallier aux problèmes environnementaux qui vont se poser après la fermeture. Pour que ces gens puissent vraiment veiller sur ces aspects-là, faire le plaidoyer, faire pression sur les responsables locaux à leur niveau, qui vont faire pression pour que la transparence soit dans cette affaire-là. C'est pour moi, c'est vraiment, tant qu'on ne travaille pas dans la réalité, tant que la gouvernance n'est pas bien faite dans ce domaine-là, les problèmes de ce genre-là vont toujours exister. Voilà. D'accord. Oui, M. Diakité. Ouais. Merci. Hein. Je pense que c'est vraiment un débat qui est très compliqué. Parce que en réalité, ce fonds en tant que tel, sa constitution appelle à d'autres problèmes. Je vous ai parlé tout de suite du code de 91 et je vous dis que la mine, le site de Morla et même toutes les compagnies minières en exploitation aujourd'hui, à part une seule compagnie, toutes les compagnies minières qui sont en phase d'exploitation aujourd'hui sont régies par le code de 1991. Par contre, ce fonds-là est institué par celui de 2012. Vous voyez? Bon, donc, c'est la difficulté des clauses de stabilité que je vous en avais parlé au départ de cette mission. Parce que là, on est en train de toucher maintenant à la porte-monnaie de ces compagnies minières. Quand on leur demandait, parce que les codes sous le régime desquels ils sont régis, ces codes ne parlaient pas de fonds. Quand ils venaient, on ne leur pas parler de fonds. Donc, est-ce qu'on est en mesure, aujourd'hui, l'État est en mesure d'instituer maintenant cette obligation financière supplémentaire sur les dépenses déjà qui existent? C'est ça aujourd'hui toute la difficulté. Les compagnies minières refusent déjà d'aller vers la constitution de ce fonds parce que ce n'est pas dans leur convention d'établissement. Parce que déjà, la convention d'établissement, c'est presque la Bible des courants entre l'État et la compagnie. C'est-à-dire qu'il y a un contrat qui est là, donc ce contrat, il faut le respecter. Donc ça, c'est vraiment un premier aspect. Dans le second aspect aussi, il y a un souci de la part des compagnies minières. Parce que quand on met le fonds, qui va le gérer? Est-ce que c'est l'État? À tout moment, l'État fait faire appel et c'est entrer directement en possession des ressources. Et pourtant, nous avons vu toute la difficulté entre l'État et la compagnie par rapport à l'utilisation du crédit patente, du crédit de la patente. Donc finalement, c'est vraiment des hésitations, des problèmes de confiance qui sont là, qui font que c'est vraiment difficile. Mais par rapport à la lecture, vous savez que c'est très très difficile et même très compliqué pour un État. Je sais que c'est possible. C'est possible si vraiment les autorités ils songent vraiment à l'intérêt supérieur de nos communautés. Mais pourquoi faire des relectures d'une loi qu'on ne respecte pas? Oui, bon, vous savez que, attendez, parce que ce n'est pas parce qu'on ne respecte pas la loi. Mais c'est-à-dire, le secteur minier, c'est un secteur vraiment complexe. Parce que je vous ai dit, c'est-à-dire quand les compagnies minières venaient, en 91, il y avait un code minier qui était là. Donc l'État était d'accord, c'était le code, ce n'est pas les compagnies qui ont proposé le code. C'est l'État même qui a voté le code maintenant par les instruments juridiques légaux. Donc le code-là, c'était la loi d'actualité du pays en ce moment. Donc ils sont venus maintenant, les conventions sont signées à l'image de ces codes. Donc si on adopte de nouvelles dispositions ou de nouveaux codes, donc l'idéal serait que les compagnies, à part peut-être les dispositions fiscales, migrent maintenant vers toutes les obligations leur soient applicables à partir de ce nouveau code.
Mais par rapport à la constitution de ces fonds, il y a un problème. Parce que le problème, c'est que ce n'est pas dans leur code, dans le code qui les régit. Et les compagnies n'ont pas confiance. S'ils mettaient leurs fonds, est-ce que vraiment l'utilisation ne va pas leur échapper? Bon, c'est un peu un problème comme ça. Mais il y a un problème de transparence quand même, comme monsieur l'a dit. Mais l'État doit vraiment reconnaître que j'ai mis ces fonds-là, et l'État doit aussi mettre vraiment les moyens de pression en œuvre pour obliger les compagnies vraiment à alimenter ces fonds. Parce que c'est là aussi l'avenir du Mali de demain. Vous parlez de moyens de pression. Monsieur Sako, pensez-vous que cela est possible? Oui, c'est possible parce que un État, c'est un tout. C'est-à-dire qu'il y a la souveraineté de l'État qui est là. Si l'État dit aujourd'hui on n'exploite pas mon nord, c'est avec toutes les conséquences. Il va s'assumer. Certainement, il a d'autres alternatives. Donc, à partir du moment où on s'est rendu compte qu'il y a ce point, il y a ce trou, et il faut trouver les moyens de boucher ce trou. Moi, je pense que quand les textes sont votés, on devait, je le simplifie comme ça, hein, certainement que ce n'est pas aussi simple que ça entre les deux partenaires, parce qu'ils savent exactement ce qui se passe entre eux. Mais je pense que si on négocie un contrat, à mi-parcours, on peut faire une évaluation. Et après une évaluation, on peut se rendre compte qu'on a commis des erreurs. Et en acceptant qu'on a commis des erreurs, on a le devoir de réparer ces erreurs. Est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir, voir et renégocier les contrats dans un esprit gagnant-gagnant pour que ce fonds puisse exister et qu'il puisse servir à l'après-mine? Moi, je pense que c'est aussi simple que ça, mais bon, c'est comme au Corée, quoi. Je ne sais pas exactement ce que ça va donner. D'accord. Oui, M. Koulibaly. Mais je reviens à mes propos. Pour moi, c'est ça de prendre ses responsabilités. Comme il a dit, quel que soit le cas, un État, c'est un État. L'État est à même de pouvoir renégocier ses contrats miniers avec ces sociétés minières-là. Mais j'ai dit quelque part, comme il a dit, une compagnie minière qui a des appréhensions par rapport à un fonds qui va mettre au niveau d'une banque, et une compagnie minière qui a des appréhensions par rapport à la gestion de ces fonds-là par un État. Ce n'est pas normal. Si les clauses prévoient que tu dois mettre des fonds pour que moi je puisse faire le travail avec, si à la transparence, moi si je gère bien là, ça c'est pas ton problème. La gestion, pour moi, une compagnie minière, si tu vois qu'une compagnie minière a des doutes, c'est que quelque part, ils se connaissent quoi, comme il l'a dit. Ils se connaissent, sinon, il n'y a pas de barrière, ça peut ne pas être aussi facile que ça, sinon, mais quel que soit le cas, l'État est à même de pouvoir négocier ces contrats-là. Un code de 91 qui est en train de régir des compagnies minières, des sociétés minières qui ont commencé à fonctionner après l'adoption du code de 99 et celle de 2012, c'est pas normal. C'est pas normal. Quelque part, on peut, si on a la volonté, on peut. Si on a la volonté, on peut. D'accord, oui, M. Sako. Non, juste un petit mot, c'est-à-dire un pays voisin, pour ne pas le citer, la Guinée, en toute souveraineté, a décidé de renégocier les contrats. Hein? Moi, je pense que c'est un problème de souveraineté, quoi. C'est un problème de souveraineté. Il faut que l'État accepte aujourd'hui que l'or du Mali, c'est des ressources non renouvelables. L'or qu'on a extrait à Morala, on n'en trouvera plus. C'est fini. Ils sont en train de fouiller, voir s'ils peuvent avoir des mines satellites, mais ça va finir un jour. Aujourd'hui, c'est Morila qui est en voie de fermeture. Demain, ça peut être Sadiola. Après demain, ça peut être Wassola. Après demain, c'est Kalana. Donc, c'est des ressources qui ne sont pas renouvelables. Donc, il faut prendre des dispositions en amont et puis, carte sur table et renégocier le contrat. D'accord. Alors, Monsieur Diakité, l'exploitation minière a d'importants effets négatifs sur l'environnement. Selon vous, que faut-il faire pour pallier à cette situation-là? Oui, ce qu'il faut faire déjà, c'est que je recommande encore une fois de plus à l'État d'être fort. Parce que vous savez que nous sommes face vraiment à des gens qui, à la limite aussi, sont plus forts que l'État. Parce que vous voyez déjà que quand tu touches à une compagnie minière, donc vous trouverez soit la Banque mondiale, soit
le FMI. Bon, finalement, parce que ces compagnies-là vont vraiment prendre l'argent au niveau de ces institutions financières. Mais quoi qu'il arrive, l'État doit faire des choix judicieux et pour ses concitoyens et pour ses intérêts supérieurs. Quand l'exploitation ne profite pas à notre génération, nous pouvons vraiment réserver nos ressources pour les générations futures. C'est partant de ces hypothèses. C'est-à-dire que quand on exploite nos ressources, il faut que nos ressources profitent à nous et profitent à nos générations futures. En ce moment, l'État est fort. L'exploitation se fait selon les conditions posées par l'État. Mais si chaque fois, ce sont ces investisseurs étrangers qui viennent vraiment dicter en partie leurs lois, donc finalement, on adopte parce qu'il faut adopter. Donc vous voyez déjà qu'on part déjà en position de faiblesse, ce qui fait que nous sommes vraiment dans toute cette situation. Mais je pense aujourd'hui que les faits négatifs, aujourd'hui, on peut les pallier. Parce que, quoi qu'il arrive, il y a une mine qui est en phase de fermeture. Nous demandons déjà à cette compagnie minière de donner de bons exemples. M. Sako l'a rappelé. Quand vous prenez le document de Sako, vous voyez déjà que, malgré les sollicitations adressées à la compagnie minière, la compagnie n'a pas voulu leur ouvrir leurs portes. Mais cela ne veut pas dire que la compagnie n'est pas en train de rien faire, vraiment pour la fermeture. Mais peut-être en recevant les journalistes, la compagnie maintenant pourrait avoir l'occasion d'expliquer l'effort qu'elle est en train vraiment d'entreprendre pour préserver la mine. Mais sans aucune information, vous voyez que c'est difficile. D'accord. Voilà. Alors, M. Koulibaly, qu'avez-vous à nous dire en termes de solutions? Bon, en termes de solutions, comme il l'a dit, il faut vraiment un État fort qui prend ses responsabilités, une société civile aussi qui suit comme les journalistes sont en train de le faire, comme d'autres ONG, d'autres responsables, d'autres acteurs de la société civile sont en train de le faire à travers des actions quotidiennes pour vraiment que l'or, comme il l'a dit là, profite non seulement à notre génération, mais aux générations futures. Mais pour le moment, ce n'est même pas en train de profiter à nous, en plus forte raison que les générations qui vont venir en réalité. L'or qui est exploité au Mali, le Mali est, je ne sais pas, deuxième ou premier, on n'est pas quatrième producteur, il faut voir, mais quatrième producteur au niveau africain. Et il faut voir nos populations. Pour moi, il faut vraiment prendre ses responsabilités, savoir que quel que soit Alpha, un jour, on sera jugé par rapport à nos faits, par rapport à nos actes. Par rapport à nos faits, par rapport à nos actes. Le Malien vraiment doit réfléchir de la sorte pour poser nos actes. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Vraiment, c'est ça pour moi. Prendre nos responsabilités, mettre l'intérêt supérieur du pays au-dessus de nos intérêts pour pouvoir vraiment pallier à ces problèmes-là. D'accord. Oui, et vous, M. Sako? Bon, pour moi, la résolution des préoccupations que nous venons de constater passe nécessairement par, d'une part, la relecture des textes et de conventions qui doivent tenir compte des dispositions progressistes des textes régionaux et sous-régionaux. Quand je dis textes régionaux et sous-régionaux, je parle de la directive de la CEDEAO, par exemple, et de la vision minière africaine. Donc, je pense que si on passe par ces compartiments, je pense qu'à travers tout ceci-là, on ajoute le renforcement des capacités de service de l'État qui sont chargés des aspects de l'activité minière. Je pense qu'on pourra s'en sortir. D'accord. Et en termes d'impact sur l'environnement et la personne humaine? Oui, c'est ça. C'est-à-dire quand on parvient à relire les tests-là en les adaptant aux tests que je viens de citer, je pense que l'impact environnemental sera beaucoup plus atténué et pour les populations, pour les animaux et pour la nature. D'accord. Merci beaucoup. Et cela met fin à ce débat sur les effets négatifs de l'exploitation minière sur l'environnement au Mali. Grand merci à nos invités. Ibrahima Koulibaly, environnementaliste, Idrissa Sako du réseau malien des journalistes pour la lutte contre la corruption et la pauvreté, et Noum Diakité de la société civile. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde Mamadou Ouattara, la régie vidéo est assurée par Salim Diouara. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.